Et encore une fois, c'est peut-être pas forcément des noms en direct, c'est plus un sentiment de tenter de repousser l'affaire à conditions moins bonnes. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un prêt, on l'a vu fortement endetté sur des valeurs immobilières qui sont hautes, on a des taux qui sont assez bas, on peut totalement déduire ces intérêts hypothécaires de la valeur locative, mais pas seulement, on peut déduire ces intérêts hypothécaires de ses impôts. Demain, on aurait des taux qui montent à un certain niveau, eh bien, on ne pourrait plus du tout les déduire, donc on paierait 100% d'impôts et 100% de dettes hypothécaires. Je suis hyper sensible à l'écologie, à la biodiversité, mais à un moment donné, on tombe dans un dogmatisme pur et absolu et ça devient un non-sens. Le cadre réglementaire, c'est clair, il est de plus en plus contraignant, on va dire, au niveau des banques. Et la FINMA, elle a quand même un œil attentif qui se passe, et d'autant plus sur les grands acteurs. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. Ce podcast a un seul objectif, rassembler des experts à travers tout le pays pour vous partager les meilleures informations sur l'immobilier et le monde des affaires. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Pour cet épisode de la table ronde, nous traiterons ici avec 4 experts les contraintes de financement immobilier que la Suisse est en train de confronter. On va faire un tour, grosso modo, des problématiques qu'on voit sur le marché immobilier suisse ou des opportunités qui sont premièrement la pénurie de logements. Il faut construire plus de logements. Contraintes de rénovation énergétique qui commencent à être pressantes et qui nécessitent des capitaux étrangers importants. Des durcissements en matière de financement bancaire. C'est ce qu'on verra dans cet épisode avec l'introduction de BAL 3, l'absorption du crédit suisse par UBS. Et puis une opportunité peut-être ou une problématique qui est le taux d'intérêt qui diminue et qui baisse, qui sera peut-être négatif prochainement. Pour détailler ces problématiques ou ces opportunités, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Muller qui porte la casquette cette fois de la banque pour représenter la Raiffeisen. Alexandre Pachou, spécialiste hypothécaire chez Monipark Helvetia. Emmanuel von Grafenried, que tout le monde connaît, de BN Conseil. Et puis Robert Ischer, de Ischer Développement, donc développeur immobilier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pour commencer avec cette table ronde, je m'oriente vers Sébastien. Première question pour toi, c'est qui lancera un petit peu la conversation. C'est la RTS a annoncé le 23 mai 2025 que la FINMA dénonçait un certain laxisme chez les établissements de financement concernant les prêts hypothécaires. Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe? Non, mais c'est bien de rentrer directement dans le vif du sujet, je te remercie. Non, l'article est intéressant de la RTS, évidemment on se base sur des chiffres avérés de la FINMA, par contre finalement qui est assez paradoxal avec le sujet du jour, puisqu'on entend que l'accès au crédit est plus difficile, alors que l'article finalement il dit que les banques torderaient le système pour finalement octroyer plus de crédit et puis finalement faire fi des règles qui sont mises en place. Paradoxal donc. Concrètement, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça ? Le cadre réglementaire, c'est clair, il est de plus en plus contraignant, on va dire, au niveau des banques. Et la FINMA, elle a quand même un œil attentif qui se passe, et d'autant plus sur les grands acteurs. Il y a des acteurs qui sont à risque systémique, je pense que ça parle à tout le monde, donc, qui ont une surveillance accrue parce qu'ils ont une part de marché prépondérante sur le marché hypothécaire. Et elles ne vont pas s'amuser à tordre le système, elles sont auditées je ne sais pas combien de fois par année. Donc, vraisemblablement qu'il y a des banques qui doivent s'arranger de certaines réglementations, mais il ne faut pas faire une généralité. L'instruction, la FINMA, demande aux banques d'être restrictives principalement sur les financements de biens de rendement. En fait, elle fait des recommandations d'être plus strictes sur ces objets-là, notamment en termes de fonds propres et de calcul de charges. La réalité, c'est qu'avec BAL 3 final, qui a été mise en place depuis le début de l'année, normalement, les banques, elles pourraient prêter de nouveau jusqu'à 80% pour les biens de rendement. Les grands acteurs du canton de Vaud, je vais parler pour le canton de Vaud, qui sont Raiffeisen évidemment, la Banque cantonale et UBS, toutes ces banques ont continué à appliquer le 25% de fonds propres pour les biens de rendement. Donc, à mon avis, les grands acteurs respectent les règles du jeu. Après, pour ceux qui ont lu l'article, il parle aussi des ETP, des Exception to Policy, qui effectivement existent dans les banques, c'est-à-dire que pour certaines bonnes raisons justifiées, justifiables, et avec des perspectives de revenir dans les règles rapidement, elles peuvent faire des exceptions. Mais ça doit rester marginal, explicable, et avec un retour dans le cadre assez rapide.
Alexandre, je rebondis là-dessus et je m'oriente vers toi. En tant qu'intermédiaire, est-ce que tu sens que les crédits sont plus difficilement accessibles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de refus par rapport à avant, historiquement, sur les derniers mois ou dernières années? Globalement, comme ça, le premier avis, je dirais oui. Sur le début d'année, on a quand même senti un changement dans l'appréhension des dossiers par les établissements. C'est clair que toujours dans le respect des règles qu'on connaît tous, etc. Donc, je dirais que c'est aussi un peu contradictoire dans le sens qu'on sent de moins en moins d'obtention de TP ou de dossiers hors normes. Mais le frein, il est quand même là. Et puis même sur ce qui a l'air d'être correct, on peut avoir des refus ou des conditions qui sont un peu péjorées dans le sens d'amortissement, de taux peut-être majorés, de choses comme ça. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément des noms, mais c'est un peu un non indirect par les conditions offertes. Donc c'est plus un peu ce sentiment-là. Ouais. C'est quoi qui bloque le plus? C'est les valorisations d'immeubles ou bien c'est la tenue des charges aujourd'hui? Non, les valorisations, on a très peu de problèmes. On utilise les outils classiques, VUST, SIFI, donc on n'a pas de souci de valorisation. Les outils nous donnent des valeurs assez proches du marché, des prix, donc on n'est pas, qu'on soit haut, qu'on estime qu'on soit cher, ça c'est un autre problème, mais je veux dire, les valorisations suivent. Mais c'est plus le sentiment, l'approche du dossier, plus d'aller dans les détails. Et encore une fois, c'est peut-être pas forcément des noms indirects, c'est plus un sentiment de tenter de repousser l'affaire par des conditions moins bonnes. Après, je pense que ça dépend beaucoup du type d'objet. Une résidence principale, un couple qui va acheter sa maison ici à Vevey, son appartement à la Tour de Paix, à mon avis, il n'aura pas trop de problèmes s'il est dans le cadre pour avoir son financement. Je te rejoins, Alexandre, c'est vraisemblablement sur les biens de rendement, il y a certaines complexités. Je pense qu'on abordera le sujet après, qui rend l'accès au crédit un peu plus compliqué. Une des complexités que je vois avec les biens de rendement, c'est notamment les rénovations énergétiques. Emmanuel, tu es là pour en parler. Quand il y a une rénovation énergétique qui s'applique, après la rénovation, une augmentation des loyers, une répercussion des investissements faits sur les loyers. Une problématique que je vois, moi, c'est l'anticipation de l'augmentation des loyers que les banques ont beaucoup de peine à évaluer, je pense. Mais donne-nous ton point de vue par rapport à ça. Alors déjà, merci pour l'invitation. Je suis content d'être là et de partager ça avec vous. Donc, effectivement, on parle ici de biens de rendement, mais de biens de rendement, immeubles de rendement, d'accord, hein, parce que pas forcément l'appartement qu'on achèterait puis qu'on louerait, bien que celui-ci, on puisse potentiellement faire des travaux pour augmenter le loyer, mais ça nécessite une discussion avec l'APP, etc. On est dans un autre sujet. Ma spécialité, c'est vraiment les objets de rendement et puis les projets immobiliers à développer. Et on parlera aussi du développeur immobilier, du rôle du développeur, mais c'est vrai que chez BN Conseil, on est un peu, pour nous, on pense, on est un peu les promoteurs de l'avenir. C'est-à-dire qu'on pense qu'une grande partie du développement immobilier de demain va se faire sur une matière bâtie, donc une maison qui est déjà construite, qu'il faut transformer, étendre ou bien démolir et refaire, ou surtout des immeubles de rendement qui ont un potentiel d'extension, un potentiel de développement, de surélévation, ou même simplement un potentiel de travail et d'optimisation dans l'état locatif. C'est-à-dire qu'on a un immeuble qui est vétuste aujourd'hui, qui n'a pas une note énergétique conforme. Hein, et comme on a sur les lave-linges ou les sèche-linges, on a des notes énergétiques A, B, C, D, E, F, G. En l'occurrence, G, c'est la plus mauvaise note, c'est le rouge. Aujourd'hui, on doit faire ça s'appelle le CECB, Certificat énergétique cantonal des bâtiments. Et puis, on doit être au courant de quelle est sa note sur son immeuble de rendement. Enfin, on doit, seulement dans le cas d'une vente, il y a la nouvelle loi vaudoise sur l'énergie qui devrait rentrer en force, qui obligera après tout bien immobilier du canton de Vaud à obtenir sa note énergétique dans un délai de 5 ans. Ça, c'est ce qui est prévu. Et donc, on a cette note énergétique, on a notre bâtiment, on sait qu'il est vétuste, on sait qu'il n'a pas une bonne note, et puis on va chez son banquier, puis on dit, voilà, j'ai un immeuble de rendement. Il y a encore la question, est-ce que c'est une fortune propre ou une fortune commerciale? C'est pas la même chose, mais prenons ici la fortune propre. C'est un immeuble qu'on a acheté en direct. On se dit, j'aimerais que tu me finances, jusqu'à quelle hauteur tu peux monter pour faire ces travaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance, pour aller regarder aussi chez les intermédiaires immobiliers, comment ils évaluent, à mettre ça dans un logiciel. On prend la valeur aujourd'hui de l'immeuble,
Peut-être que les travaux sont un petit peu calculés dans une augmentation, mais en fait, pas forcément à la juste valeur que la valeur future qu'on aurait. Mais il faut vraiment regarder, on a des lois, hein, L3PL sur Vaud, LDTR sur Genève, qui viennent protéger les loyers, protéger les locataires, et puis qui ont des périodes de blocage, qui ont des mécanismes de période de blocage, 3, 5, 10 ans. C'est l'État qui décide de l'état locatif futur d'un prix au mètre carré. Hein. Mais n'empêche qu'après ces périodes de blocage, on a le droit du bail qui permet de faire une deuxième hausse pour le solde des travaux qui n'auraient pas été pesés directement à la fin des travaux, puis d'augmenter encore l'état locatif. Donc on a, après les travaux, je dirais trois périodes de hausse. On a tout de suite à la fin des travaux, où les travaux énergétiques, on peut les impacter sur l'état locatif. On a une période de blocage. À la fin de la période de blocage, on a un solde qu'on va pouvoir venir impacter directement sur l'état locatif. Puis après, on a l'atteinte du loyer au marché. Ça, c'est le travail de la gérance, des professionnels, et de travailler les états locatifs pour faire monter les états locatifs et les atteindre au prix du marché qui est le prix, si on faisait un immeuble neuf aujourd'hui, combien je le louerais au prix au mètre carré à Vevey. Et donc, on a une valeur future, dans le futur. Hein. Si je travaille sur un plan à 10 ans, mon état locatif passerait peut-être de 200 000 à 300 000 annuels. Et ça, c'est presque une promotion immobilière. Et aujourd'hui, on peut en discuter, mais ce n'est pas vraiment pris en compte de cette manière-là. D'ailleurs, on peut regarder le financement, comment il est fait. Une promotion immobilière, on parle d'un crédit de construction, et puis une rénovation, etc. On va parler d'une hypothèque. Est-ce qu'en fait, on pourrait commencer à imaginer d'avoir des solutions mixtes ou bien une partie hypothèque avec un crédit de construction pour la valeur future? Je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine, c'est aux autres d'en parler. Sébastien, la banque n'a pas le droit de projeter un loyer futur La banque, pas encore, elle projette en fait un loyer futur, on est obligé de le faire. Après, comme l'a dit Emmanuel, tout se fait par étapes, on ne va pas prendre... Parce qu'en fait, pourquoi le loyer est important? Parce que la valeur de rendement de l'immeuble est calculée sur les loyers. Donc plus on a des loyers élevés, évidemment, plus la valeur de l'immeuble sera importante, plus en théorie on peut emprunter sur cet immeuble, donc avoir les fonds pour faire la rénovation. Donc en fait la banque elle va prendre en compte les augmentations de loyer, mais sur un délai raisonnable et sur une certaine durée. Elle ne va pas prendre une augmentation possible à la 3e tranche pour dans 10 ans. Elle pourra augmenter le crédit progressivement, mais elle ne va pas le faire depuis le début. Elle va s'assurer quand même que les réalisations d'augmentation des loyers soient réalisées. Ça, c'est le premier point. Par contre, il y a un deuxième point qui est aussi important là-dedans, c'est que même si on prend en compte des loyers potentiels futurs pour faire une valeur et puis pouvoir déterminer un crédit, on est quand même obligé de conserver les loyers réellement encaissés pour faire le calcul de charge. Donc il y a encore ce décalage qui se crée entre ce qui est réellement touché, puisque ça va augmenter progressivement, alors que le crédit, lui, il augmente tout de suite, et puis ce qui sera touché par la suite quand les loyers auront été augmentés. Donc c'est pas simple. Tout se calcule. Par contre, pour répondre à la question, oui, on anticipe les loyers. Il ne faut pas oublier que sur le canton de Vaud, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il y a d'autres communes qui ne sont pas si loin de chez nous qui finalement peuvent faire un peu plus ce qu'ils veulent pour les loyers et c'est plus facile pour la rénovation. Donc la banque peut augmenter le crédit avec le temps en fonction de l'augmentation des loyers? Oui. Mais les travaux, on les paye tout de suite? C'est ça. Est-ce que c'est un problème pour les rénovations énergétiques? Alors, concrètement, oui, c'est un vrai problème parce qu'on a besoin d'une grosse enveloppe tout de suite. Hein. La meilleure manière de faire des travaux, c'est d'avoir des économies d'échelle, d'avoir un seul permis de construire et de faire toiture, façade en même temps. Et, en tout cas, ce qui est énergétique, de le faire tout d'un coup. Et puis, si possible, si on ouvre la toiture, c'est le bon moment pour changer l'ascenseur. Si on ouvre la toiture, c'est peut-être le bon moment pour refaire aussi certaines gaines ou la tuyauterie, ce qu'on appelle la gestion des fluides. Donc, il y a différents types de travaux d'entretien qui vaut la peine de combiner en même temps que des travaux énergétiques. Donc tout ça, finalement, ça fait une jolie enveloppe. Hein. Nous, on estime que la rénovation aujourd'hui énergétique d'un immeuble, il y a des frais qui sont difficilement contractables et on est souvent assez proche du million. Souvent. Et le problème, c'est que ça pèse assez lourd dans des immeubles qui ont une valorisation en dessous de 5 millions parce que les travaux par rapport à la valeur vénale de l'immeuble représentent déjà une grande tranche. Et donc, aussi un problème pour financer ça par rapport à la valeur 100% de l'immeuble. Donc nous, on a souvent ce problème-là avec nos clients et la solution, c'est qu'il faut vraiment planifier. Il faut collecter les datas, donc vraiment être au courant, quelle est ma note future, comment je vais faire appel à des experts, se faire accompagner, simuler les loyers, dans combien de temps on pourrait les avoir et venir avec un dossier qui est extrêmement bien, je dirais, construit pour aller discuter avec ces messieurs de la banque et d'une certaine manière un peu les convaincre.
Eux, ils ont leur expert, mais il y a un jeu aussi de leur montrer que le dossier il est bien ficelé et puis qu'on va faire ça. Et peut-être qu'on arrive aussi à faire des tranches de travaux et qu'on arrive à ne pas tout faire en même temps. Alors, il y a peut-être après quelques coûts qui vont devoir se payer à double, comme des coûts de planification, c'est possible, mais au moins, ça permet de les financer dans le temps. Je sais pas si tu as des... Non, je te rejoins. Après, c'est clair qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est l'endettement de base de l'immeuble. C'est clair que le propriétaire d'immeuble qui est déjà endetté au maximum, s'il a des grosses rénovations à faire, sera beaucoup plus problématique pour celui qui a hérité ça de son papa, puis il y avait peu de dettes dessus, où là, le dossier sera beaucoup plus facile. Parfait, je bascule sur une autre problématique du financement qu'on a aujourd'hui, ou que les promoteurs vivent aujourd'hui, les développeurs immobiliers. Robert, c'était possible de construire sans fonds propres en 1980 pour un développeur immobilier. En 2015, c'était possible avec un peu de fonds propres, puis aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. C'est même le développeur qui joue à la banque pendant un certain temps. Il s'est passé quoi sur ces 10 dernières années? Alors effectivement, le métier de développeur immobilier évolue, change et va continuer ces prochaines années à évoluer et à changer. Peut-être avant de rentrer dans le détail de ta question, mais je rejoins assez Emmanuel quand il dit que finalement la transition énergétique, la rénovation du parc immobilier, c'est aussi du développement. Je suis complètement en phase avec ça. C'est je dirais une nouvelle partie ou une partie du nouveau métier de développeur. Et puis je vais même plus loin parce qu'on peut se poser aussi la question de la densification de ces mêmes immeubles. On a voté, le peuple a voté il y a un peu plus de 10 ans maintenant la nouvelle révision de la loi qui avait comme objectif de densifier le milieu bâti pour éviter de miter le territoire. Aujourd'hui, on est très loin d'une réussite pour différentes raisons. Enfin, on pourrait faire un podcast à part entière juste pour parler de ça. Mais je rejoins le fait que quand on s'intéresse à un immeuble, il ne faut pas uniquement se dire on va travailler sur l'enveloppe, il faut aller plus loin, il faut profiter de peut-être transformer en partie l'immeuble, de le densifier, rajouter 2 étages. On enlève la toiture, est-ce qu'on ne peut pas tout d'un coup rajouter 2 étages? Et là, c'est vrai que par rapport au financement, on tombe dans les mêmes travers que quand on développe un projet standard, c'est-à-dire une banque ou des banques qui sont de plus en plus... je ne veux pas dire compliqués à cerner, mais en tout cas qui ont des exigences de plus en plus élevées et puis effectivement qui prennent de moins en moins de risques. Alors on parlait de Bâle 3 tout à l'heure, c'est réglementé. On va revenir sur le sujet à un moment. On y reviendra, c'est effectivement réglementé, mais c'est vrai que ces 10 dernières années, on constate quand même un vrai resserrement par rapport à ça. Et puis tu l'évoquais quand tu dis le développeur joue le rôle de la banque. Alors clairement, en tout cas aujourd'hui, sur toute la partie de l'immobilier de développement, donc sur l'acquisition de foncier où il n'y a pas un permis de construire, sur le financement de toutes les études, sur même des fois la construction du gros œuvre. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est une hausse des exigences au niveau de la précommercialisation. Donc sur des immeubles de rendement, c'est plutôt pour du logement locatif, mais on fait aussi des immeubles pour de la PPE. Donc avant, on pouvait lever des crédits de construction ou des crédits hypothécaires avec une petite part de vente qui était faite, voire pas du tout. Et aujourd'hui, c'est plutôt 50, 60, 80% qu'on nous demande de baux signés ou de préventes qui sont signés. Moi, je fais beaucoup d'immobilier aussi de non résidentiel. Là, c'est la même chose. Donc, on nous demande aujourd'hui, 3 ans avant de mettre un immeuble sur le marché, d'avoir 80% de baux signés pour obtenir un financement. Donc, oui, je conclurai, je dirais qu'aujourd'hui, le développeur a pris le rôle de la banque, en tout cas, jusqu'au moment où tous les risques, ou la plus grande partie des risques sont levés. Est-ce que, Alexandre, peut-être pour rebondir là-dessus, tu vois, on reviendra sur Bâle 3 dans un instant, qui effectivement a influencé quand même le marché hypothécaire suisse, mais un autre élément a beaucoup influencé le marché hypothécaire, c'est Crédit Suisse qui s'est fait absorber par UBS. C'est pas rien, c'est quand même un gros concurrent en moins. Est-ce que il reste de la concurrence un peu entre les banques en tant qu'intermédiaire, où là c'est compliqué? Alors, bon, sur le principe, c'est finalement qu'un partenaire en moins. Donc, il reste de la concurrence entre banques. Nous, on travaille aussi avec des compagnies d'assurance, des caisses de pension qui font du financement. Donc, il reste des partenaires, il reste du monde qui fait du financement hypothécaire.
Par contre, Mais un promoteur qui n'a pas d'assurance, pas de caisse de pension. alors voilà, donc du coup, qui a envie d'en faire aujourd'hui, qui a un peu les portes ouvertes au financement, bah, de moins en moins. Donc c'est vrai que le nombre, il est là. Donc c'est pas Crédit Suisse ou pas Crédit Suisse, c'est aujourd'hui le marché, il est un peu moins prêteur, un peu plus frileux. Donc ce qui fait que la concurrence, elle est plus dure à aller chercher. Et puis quand on a un dossier, aussi on reçoit des différentes demandes, mais on pourrait avoir des demandes pour des travaux, pour des rénovations ou autres, et sur des immeubles, donc comme on parlait d'immeubles de rendement. Et là, nous, notre rôle, c'est de faire notre propre estimation avec les loyers on est là pour défendre le client. Donc, en tout cas, lui chercher une solution dans le marché en général. Et c'est vrai que là, ce qui est compliqué, c'est que peut-être celui qui prendra en compte les futurs loyers, mais appliquera un taux de capitalisation pour la valorisation qui est plus élevé. Et au final, on va jouer un peu sur les différents modes d'évaluation. Puisque c'est bien joli de mettre des loyers élevés, mais si on a un taux de capitalisation qu'on va appliquer qui est élevé, je peux donner des exemples. J'ai eu des choses à 6-7% sur du commercial. Donc effectivement, après, ça veut quand même aussi dire ton dossier, il est bien, mais j'en ai pas trop envie. Donc c'est un peu ce sentiment qu'on a. Après, sur UBS Crédit Suisse, d'une manière générale, c'est vrai que c'est regrettable de ne plus avoir deux grandes banques qui offrait en fait la panoplie complète de services en Suisse. Là, il n'y en a plus qu'une. Et puis, elle absorbe ce qu'elle peut absorber. Donc, on a vu que l'année passée, UBS devait un peu freiner. Et puis, ils jouent avec leur marge, avec leur taux. Hein. Donc, l'année passée, c'était pas compétitif parce qu'ils avaient Crédit Suisse à absorber. Cette année, ils ont un peu plus été... ouverts au nouveau financement, ils avaient des volumes à rattraper, donc les marges étaient plus basses et ils étaient les meilleurs du marché. Donc forcément, ils ont accaparé beaucoup de nos dossiers, faut être clair. Et puis maintenant, ça refreine, etc. Donc ça va toujours jouer, mais quand on n'a plus qu'un seul grand acteur, pour nous, c'est compliqué. Encore, le client privé, il peut aller, il y a des banques régionales, il y a des banques qui jouent ce rôle-là. L'institutionnel, le de l'immobilier, le développeur, le promoteur, il ne peut pas aller dans des toutes petites caisses d'épargne régionale ou dans, on a dit, les compagnies d'assurance ou autre. Donc le marché, c'est serré. J'ai le sentiment, moi, que les banques disent jamais vraiment non. Mais elles font comprendre qu'elles sont pas trop vite. Il y en a qui savent dire non. Mais comme je disais, il y a un peu ce non indirect qui est... on n'a pas dit non, mais on a mis des conditions d'amortissement pas réalistes, on a mis un taux hors norme, etc. Donc voilà, c'est un moyen de dire... On demande des classeurs fédéraux entiers de documentation sur les 10 dernières années. Ça décourage assez vite aussi. C'est pas non. C'est pas non. Une autre problématique, donc, c'est BAL 3. Je voulais rebondir là-dessus, Sébastien. Maintenant, avec 9 mois derrière nous, comment ça a influencé les banques? En fait, il faut savoir que BAL 3, ça n'a absolument rien changé pour les conditions d'octroi de crédit. Le calcul de charges, oui, alors, non, mais les petites notions sur les fonds propres. Alors justement, je vais y venir. Ouais. En fait, BAL 3 a été mis en place pour, on va dire, un peu freiner la bulle immobilière et puis s'assurer que les banques elles soient assez solides s'il y a une casse. On va résumer ça comme ça. Ce qui fait que les banques, évidemment, elles vont perdre un peu d'appétence au risque parce qu'elles doivent mobiliser plus de fonds propres. En plus, elles doivent obtenir des fonds propres de qualité. Elles doivent mettre en place des systèmes de surveillance. Il y a les coûts qui augmentent. Donc bref, une banque qui mobilise des fonds propres, par la force des choses, elle ne peut rien faire avec. En plus, maintenant, on paye même des taux négatifs sur nos propres fonds au niveau des banques. Donc évidemment qu'elle perd en rentabilité. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'orienter vers les crédits, on va dire, les plus faciles, les plus qualitatifs, ceux où elle prend moins de risques, et puis les taux vont augmenter. Donc en fait, c'est ça vraiment la contrainte de BAL 3. Enfin, cette année, c'était BAL 3 final, parce que BAL 3 a été mis en plusieurs étapes. Donc après, voilà, vous avez totalement raison. Les banques sont un petit peu plus réticentes parce que d'abord, elles vont aller chercher des capitaux pour après pouvoir les reprêter, et puis elles vont essayer de les reprêter, je vais dire, au mieux. Après, je parle de généralité, je ne parle pas spécifiquement d'une banque ou de l'autre. Et puis pour revenir sur les promotions, ça fait partie des crédits les plus
Alors, ce n'est pas du blanco parce qu'il y a des garanties derrière, mais ça fait partie des crédits risqués pour la banque. Et en plus d'être risqué, c'est un suivi qui est vraiment conséquent parce que la banque qui finance une promotion, elle a quand même aussi un engagement, évidemment envers le promoteur, mais aussi envers les acheteurs finaux, de s'assurer qu'au niveau du plan financier, des coûts de construction, qu'à la fin, ils vont quand même obtenir le bien pour lequel ils ont payé. Donc, c'est assez lourd au niveau des banques. Donc, les banques, évidemment, alors après, on peut discuter, on n'est jamais arrivé à 80% de prévente chez nous, il faudra venir nous voir. Pas chez vous, non. Il y en a d'autres. Alors, c'est peut-être la façon de dire non, mais il y en a d'autres, c'est ça. Exactement. Donc voilà, quoi, c'est un gros travail de suivi. Mais voilà, le promoteur qui a un projet bien ficelé, là je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais le promoteur genevois qui vient acheter un terrain ici au bout du lac et qui l'achète beaucoup trop cher, donc après il a des prix de sortie qui sont complètement irréalistes par rapport au marché pour s'en sortir, on ne va pas suivre. Mais là on va lui dire non. Et on va lui expliquer pourquoi. Et j'en ai ça c'est normal. Se faire accompagner d'entreprises très locales qui ont des agents sur place, voilà, et qui peuvent vous aider à avoir le bon prix. Tout à fait. Même lors de l'achat du terrain pour les promoteurs. Mais il n'y a pas un peu d'incohérence aujourd'hui justement entre le discours des parlementaires ou la volonté du Conseil fédéral et puis ce qui se passe dans la pratique et ce que veut la FINMA aujourd'hui. Typiquement... enfin, je dirais surtout sur on est dans une phase aujourd'hui où si on veut accélérer la transition, si on veut rénover plus de bâtiments, on devrait doubler ou tripler la capacité de production en termes de rénovation ou le rythme du renouvellement du parc. Donc l'argent, les capitaux étrangers devraient plutôt couler à flot. Et j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. Déjà, c'est très contraignant administrativement, on y reviendra après, mais économiquement. Alors, elle est pour qui la question ? Ouais. Pour moi. Alors, écoute, on est dans un monde où il y a de l'ambiguïté, c'est sûr. C'est clair qu'au niveau des grandes lignes directrices par rapport à la durabilité, on a signé les accords de Paris, on a eu des lois, des votations l'année passée sur la loi sur le climat, on a eu en même temps que le 18 juin l'année passée la loi sur le climat, on a inscrit ça dans la constitution vaudoise, donc il y a des grands principes de durabilité qui sont en place. On a la nouvelle loi sur l'énergie à Genève qui a été mise en place, qui est en vigueur, qui donne un calendrier pour rénover, qui oblige. On a la même chose qui est en train de se mettre en place sur le canton de Vaud. Donc on est dans une démarche où on voit qu'il y a des obligations qui arrivent et qui vont obliger le propriétaire à prendre en main ce sujet de la durabilité. Par contre, c'est vrai que dans l'autre, on a d'autres organismes où il y a d'autres risques. On peut parler de la FINMA qui, elle a pas du tout le même regard par rapport au CO2 ou à la planète. Elle a un devoir prudentiel de mettre des limites pour éviter tout risque de bulle, tout risque de marché. Et puis en fait, si on regarde l'endettement en Suisse par rapport aux autres pays, alors ça c'est le banquier qui nous parlera, mais en fait on est un pays très endetté. L'immobilier est cher, l'accès à l'immobilier est très difficile, on est obligé de s'endetter fortement pour pouvoir acheter et donc on est un pays où la dette par habitant hypothécaire est très élevée. Les derniers chiffres, on était hypothèque moyenne à 700 000, un peu plus je crois, par habitant, quelque chose comme ça je crois. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Et c'est très élevé par rapport au reste de l'Europe. Et donc en fait, c'est un des plus grands risques. L'immobilier en fait est une valeur refuge, mais d'une certaine manière pourrait être vu en cas de pépins mondial qui viendrait se répéter sur la Suisse, comme on avait eu la crise des crises des subprimes ou ce genre de choses-là, pourrait venir en fait fait peur un petit peu à la FINMA. Voilà. Et donc, on vient mettre des règles pour éviter, c'est justement la règle du financement, d'avoir toujours en fait ce cap, cet amortissement de la valeur, parce que finalement, le risque, en fait, c'est monsieur et madame tout le monde qui prennent le risque avant la banque pour au moins 20% de la valeur de l'immeuble. C'est ça le principe. C'est que si la banque elle doit revendre à la casse le bien, elle puisse au moins se récupérer sur 80% de la valeur. Donc, voilà, il y a ces deux choses. Il y a le fait de vouloir aller dans le climat, pour le monde, pour le bien, pour les degrés de la planète et pour les accords qu'on a signés. Puis de l'autre, on a les risques systémiques, la chose prudentielle. Et ces lois qui viennent, au fur et à mesure, qui deviennent obligatoires, vont finalement faire que la Confédération, elle dit, mais ce qui devient obligatoire, pourquoi continuer à le subventionner ? Et c'est vrai qu'on a un effet qu'on est en train de vivre là, où on se dit, mais finalement, on a inscrit ça dans les lois, maintenant ça commence à passer, la période de l'incitation gentiment est terminée, et puis maintenant on va passer à la période de l'obligation. Mais là, on va encore une fois parler plus du volet risque. Il y a un réel risque pour les propriétaires d'acheter trop cher
un bien qui est mal classé, il y a un réel risque pour les propriétaires vendeurs qui veulent vendre un bien qui a une mauvaise note de voir avoir une décote. C'est pour ça qu'on dit que c'est le moment de prendre en main sa transition énergétique. Alors là, ça concerne les villas, les immeubles de rendement, d'essayer d'augmenter sa note parce qu'aujourd'hui, tant que les votations ne sont pas encore passées, on verra la suite, mais on peut déduire fiscalement les travaux, on peut déduire les travaux énergétiques. Donc c'est un bon pied à l'étrier pour aller faire ces travaux et ça va augmenter la valeur de l'immeuble. On pourra après en parler, mais il y a 2 retours sur investissement quand on fait des travaux. Il y a le retour sur les travaux directs, mais il y a aussi le retour sur investissement long terme de l'augmentation de la valeur de l'immeuble. Et ça, c'est les 2 choses sur lesquelles on peut calculer. C'est les 2 choses qui ne sont pas forcément tout de suite pris en compte par un institut financier. Rendement sur travaux, bien rendement sur valeur, ça on peut tout à fait en discuter. Si je peux me permettre de rebondir par rapport à ça, c'est vrai que la nouvelle loi cantonale sur l'énergie est aussi un sujet à part entière. On a effectivement dans la mouture qui est en train de se mettre en place et puis qui devrait être soumise prochainement, une exigence de dire voilà les lettres F et G dans un délai de 5 respectivement 10 ans, enfin à l'horizon 2035, on doit descendre d'1 à 2 lettres. Ça veut dire pour des immeubles qui sont des passoires aujourd'hui des travaux très importants et on estime dans le canton de Vaud pour faire cette transition-là à quelques dizaines de milliards l'investissement je dirais qui va devoir être fait. Et c'est vrai que là il y a la question des banques, il y a aussi la question des subventions et c'est bien que l'État effectivement mette en place des lois qui sont très contraignantes mais la vraie question est-ce que c'est toujours aux propriétaires de passer à la caisse et puis là moi j'ai un avis assez tranché. Je pense que ça devrait être une participation avec une partie l'État, une partie le propriétaire et puis une partie le locataire parce qu'au final tout le monde bénéficie de ça. Mais au-delà de la problématique de comment on va trouver l'argent nécessaire pour faire cette transition, l'autre question c'est la main d'œuvre et aujourd'hui c'est un vrai souci aussi parce que si on veut effectivement à l'horizon 2035 avec une loi cantonale qui n'est pas encore entrée en force et en vigueur avoir assaini toute une partie du parc, on n'aura tout simplement pas la main d'œuvre à disposition. Moi je veux rebondir là-dessus. Honnêtement je pense vraiment que là quittons un peu la finance immobilière, etc., mais allons à des valeurs fondamentales. On parle de réchauffement climatique global dans le monde, que c'est prouvé par les scientifiques, l'augmentation des degrés qui viennent faire des catastrophes, et que c'est pour ça qu'on a ces lois énergétiques qui viennent maintenant contraindre les propriétaires. Et c'est vrai qu'en fait, en réalité, on parle d'un effort collectif. Et on dit le risque est rémunérateur, le risque promoteur, etc. Puis en fait, aujourd'hui, on fait tout porter le risque au propriétaire, à l'investisseur, au promoteur, c'est souvent un peu la même personne, de dire ben vas-y, rénove ton immeuble, c'est obligatoire. Mais non, c'est vrai que ça doit être collectif. Il doit y avoir des subventions qui incitent à mettre le pied à l'étrier. Il doit y avoir des déductions fiscales qui viennent aider à faire cet effort. Parce qu'on l'a vu faire cet effort initialement, il est finançable, mais il y a besoin d'un coup de main parce qu'on a un gros volet qui vient d'abord. Et puis, il est apporté par le locataire qui va bénéficier d'une réduction des charges, qui va bénéficier d'un confort supérieur, mais qui va avoir un loyer qui, oui, va augmenter finalement un petit peu. Donc, ça doit être une répartition. Et donc, voilà, l'État participe, le locataire participe et l'investisseur, il est là pour mettre le capital à disposition. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est ce qui se passe à Genève, non ? Justement, ils se sont mis d'accord. Enfin, les associations. Ce qui se passe à Genève, ça pousse. Voilà, ça ne commentera pas. Vous sentez aujourd'hui, dans les transactions, tu sens très clairement la prime aujourd'hui qui est payée pour un immeuble qui est neuf par rapport ou en bon état énergétique par rapport à un immeuble qui est ancien ? Alors, on dit toujours dans l'immobilier, c'est location, location, location. Je pense peut-être même que tu as fait des podcasts à ce sujet, j'en sais rien. Aujourd'hui, on le voit dans les transactions, c'est situation et ESG. ESG, c'est environnement, sociétal et gouvernance. C'est surtout aussi la partie énergie, dont ce fameux certificat énergétique cantonal des bâtiments qui est obligatoire lors d'une transaction. Et on voit clairement que énormément de questions tournent autour de ça.
Hein, ah mince, je suis dans telle note, attends, je vais venir visiter avec mon architecte, on vient visiter la maison, on vient visiter l'immeuble avec des architectes. Il faut en plus de l'architecte un ingénieur thermique qui lui va pouvoir vous dire, ben voilà, j'ai fait les scénarios de modélisation pour être à la note D, c'est jaune, c'est ça justement le minimum légal qui sera au futur exigé. Ben, il y a tant de milliers, millions à investir, il y a telle typologie de travaux à faire. Et puis après, il faut être capable de simuler ces travaux sur un état locatif, justement. Comment on peut, parce qu'on ne peut pas juste prendre un pour un, il y a des règles, ça s'appelle notamment Frashboo, qui permet de calculer l'état locatif futur. Donc en fait, oui, ça devient capital, c'est le nerf de la guerre, et on a deux phénomènes, donc là on va parler un peu finance immobilière, de noms. On a la brown décote, la décote brune, c'est les actifs en fait qui ont une dette technique, ça s'appelle. Donc c'est en fait qui n'ont pas été rénovés et mis à jour au fil du temps et qui ont finalement une certaine dette technique qu'on paiera en décote sur la valeur lors du transfert de propriété. Et ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. On voit que les acheteurs négocient dur par rapport à l'attente assez élevée des vendeurs, par rapport à cette note. Et puis, au contrario, on a des actifs neufs qui sortent maintenant, qui des fois ont un label. Le label en immobilier, c'est un peu similaire à un sac Chanel versus un sac qui est exactement le même mais qui n'a pas la marque Chanel. Ici, on parle de Minergie, Minergie P, etc. Ben, un immeuble neuf qui porte un label, et ben là, les investisseurs, ils se l'arrachent. Ils veulent tous. Et là, on parle en fait d'un prime ratio. Donc, ou d'un prime bonus, donc en fait la valeur verte, hein, en finale. Robert, je rebondis sur le développement immobilier parce que dans le cadre de la préparation de cette table ronde, je suis tombé sur un article qui m'a fait bien rire. C'est l'OFL qui a publié une étude réalisée dans le cadre des procédures d'autorisation de construire de nouveaux logements le 8 juillet 2025. Et puis le constat de l'étude, c'est le suivant. Soit l'enquête montre que les oppositions et les recours sont les obstacles les plus importants à la construction de logements, mais pas les seuls. Le développement de l'offre de logement souffre également de la lourdeur des procédures de clarification préalable au dépôt de la demande de permis de construire, des exigences élevées à respecter en matière de planification et du facteur humain dans les procédures. Les constructeurs de logements, les juristes et les experts s'accordent sur le fait que les processus de planification déjà complexes en soi pourraient être moins exposés aux oppositions et recours abusifs et opportunistes, qu'il y aurait plusieurs possibilités d'accélération pour les procédures de planification et d'autorisation. C'est bien le moment que l'OFL se réveille et constate ça, puisque ça fait 10 ans que les promoteurs immobiliers et les développeurs le disent. Alors bon, ça fait effectivement longtemps qu'on se plaint de la lenteur des procédures et puis du millefeuille administratif qui ne cesse d'augmenter chaque année. Là, on parle de plusieurs choses en même temps, mais c'est aussi rigolo que tu évoques cette étude, parce qu'on va sortir justement demain, dans le cadre de l'ADIV que je préside, une étude à l'échelle du canton qui fait un petit peu l'état de la situation, qui a, sans grande surprise, en tout cas les mêmes conclusions. Donc aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile de construire. On a une raréfaction du foncier. C'est donc difficile de trouver un terrain. Quand on a le terrain, c'est le parcours du combattant pour aller obtenir un permis de construire. Ça prend des mois, des années, voire on a tout simplement pas de permis de construire parce qu'on a des oppositions, des recours. Aujourd'hui, j'espère pas que c'est une mode, mais on a eu plusieurs cas dans le canton de Vaud où des immeubles ou des projets qui étaient pourtant exemplaires avaient suivi toute la procédure administrative et juridique, si je peux l'appeler comme ça, et qui se trouvent confrontés à des initiatives populaires qui mettent à mal des projets qui étaient prêts à démarrer. Donc effectivement, c'est devenu le parcours du combattant d'obtenir un permis de construire. La conséquence de ça, c'est qu'on a une pénurie de logements qui ne cesse de s'aggraver. On parle de pénurie de logements quand on a un taux de vacances qui descend en dessous de 1,5%. Fin 2024, début 2025, dans le canton de Vaud, on était aux alentours de 0,8%. Cette pénurie, elle continue de s'aggraver. L'étude qui va être publiée demain, qu'on a menée, démontre que si on continue à construire si peu, dans 2 ans, on aura une pénurie d'environ un taux de logement vacant d'environ 0,25% à l'échelle du canton. Donc 4 fois moins de logements disponibles qu'on avait il y a une année. Et le facteur qui engendre ça, effectivement, ce n'est pas la croissance démographique, c'est la problématique des oppositions, des recours, des permis de construire qu'on n'arrive plus à obtenir.
Si on n'est pas promoteur, on se dit ah tiens, je vois un terrain là-bas, je pense que ça pourrait être un terrain pour un promoteur. Alors moi je vais te dire, je classe un peu par degré de risque les objets pour nos promotions. Un terrain, tu vois le terrain, c'est un champ, il y a des vaches, mais il est constructible. Ça c'est presque le risque maximum. Tu dis là, celui-là, il y a des gens qui se promènent avec le chien et tout, ça on va rien réussir à développer. Surtout s'il y a un arbre. Et j'allais dire, et le numéro 1, c'est tu as le champ, tu as les vaches et il y a un arbre. Alors là c'est fini. Et aujourd'hui, c'est devenu, en fait, la hantise. Moi, j'ai été visiter encore une propriété ce matin. J'ai regardé, etc. Ça m'avait l'air pas mal. Je suis arrivé sur la propriété. Il n'y avait que des arbres. J'ai dit, écoutez, on va vous envoyer un courtier, il va estimer la maison, puis on va essayer de voir si on peut vendre la maison. C'est ça. C'est pas développable. C'est pas possible. On a un vrai souci aujourd'hui en pleine pénurie de logement, c'est qu'on ne fait pas la pesée d'intérêt du logement. Donc il y a tout un tas de pesées d'intérêt, mais le logement, en fait, en cas de pénurie, devrait, alors sinon être prépondérant, en tout cas être mis dans la pesée, la nécessité du logement. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On parle des arbres, on peut parler de plein d'autres choses. On a des quartiers entiers de logements qui sont stoppés parce qu'il y a une grenouille ou un lézard sur la parcelle. Et moi je fais vraiment je développe de l'immobilier durable. Je suis hypersensible à l'écologie, à la biodiversité, mais à un moment donné, on tombe dans un dogmatisme pur et absolu et ça devient un non-sens. Et puis avant, on parlait de la promotion du futur, c'est le grand chantier de la rénovation. On est à la même. On veut rénover un immeuble en centre-ville, etc. Il faut prévoir un certain nombre d'années avant d'arriver à nos fins. Même s'il n'y a pas de surélévation, parce que ça va toujours déranger un voisin, un mur adjacent, même la ville, même les autorités. J'ai eu le cas où on voulait rénover un immeuble, l'isolation allait empiéter sur une place qui fait partie du domaine public. On nous a dit oui, mais alors on va inscrire une servitude et vous allez nous payer en francs par mètre carré chaque année une redevance pour cette isolation qui va dépasser de 3 cm sur le domaine public. Hein, c'était combien cher. Donc effectivement, on est mêlé à toutes ces complexités qui sont un non-sens, total et qui rendent le truc mais d'un parcours. Alors c'est très intéressant et passionnant pour celui qui arrive à trouver son chemin ou pour celui qui veut se faire accompagner des bons professionnels. Il y a des passionnés qui arrivent à s'en sortir, mais c'est ultra complexe. Voilà. C'est hyper complexe et puis on est à des années-lumière de la volonté justement de la dernière révision de la LAT, la loi sur l'aménagement du territoire, qui voulait densifier le milieu bâti, comme on disait tout à l'heure, pour éviter de miter le territoire. Là où c'est le plus difficile aujourd'hui à construire et à densifier, c'est là où c'est déjà construit. Parce qu'il y a des voisins qui s'opposent systématiquement à tout projet, même à des projets super qualitatifs, parce qu'ils sont d'accord qu'il faut densifier, mais pas devant chez eux. C'est ce qu'on appelle en Angleterre le syndrome NIMBY, Not in my backyard. Donc faites, mais pas devant chez moi. Et d'ailleurs, j'ai un conseil gratuit à offrir à tous les jeunes qui nous regardent et qui cherchent une profession du futur, c'est avocat spécialisé dans le droit immobilier. Parce que là, je peux vous dire que dans chaque plan financier, il y a une ligne qui leur est réservée, elle est nouvelle depuis quelques années, mais c'est obligatoire, il y a un certain budget, c'est pour ces messieurs, ou dames, il y en a aussi, mais moins. Et en fait, c'est assez étonnant, c'est même pas litigieux. On n'est même pas forcément en litige, hein. Mais c'est juste qu'en fait, dans le cours du process, on en a besoin. Et en fait, moi-même, je suis chaque semaine en séance ou au téléphone avec des gens spécialisés dans ce domaine. Parce qu'on a tout le temps besoin de s'appuyer d'eux, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que telle commune m'a dit comme ça, puis qu'en fait, ah non, mais c'était l'autre adjoint du service qui a répondu de manière différente, donc ça a été interprété selon la loi, parce que c'est entre deux règlements, parce qu'il y a des planifications territoriales qui ne sont pas encore appliquées, puis il faut étudier les deux. On en est là. Ce qui explique peut-être que les banques ont plus de difficultés à financer aujourd'hui effectivement du foncier sans un permis de construire en force, tout délai de recours échu. J'allais venir justement. Comment est-ce que la banque pondère l'incertitude juridique aujourd'hui auquel fait face le développeur? On a vu à Montreux. Hein. On a vu à Montreux. On va le voir au Mont-sur-Lausanne. Il y a eu Blonay aussi après Montreux. Alors Montreux et le Mont-sur-Lausanne sont deux cas spécifiques parce qu'ils sont fait vraiment l'objet pas d'un référendum qui suit un processus normal dans le cadre d'un développement territorial, mais qui ont fait l'objet d'une initiative populaire sur des projets qui avaient un permis de construire en force ou en tout cas partiellement. Donc ça c'est le risque ultime du promoteur, hein, si jamais. C'est vraiment...
Parce que tous les Aujourd'hui, il y a plus de mécanismes... sécurité C'est ça. juridique. Il faut savoir, quand on est promoteur, souvent on conditionne l'achat d'un site au permis de construire. Donc moi, ce que j'aime bien par contre, c'est quand il y a une villa, etc., puis qu'on peut soit rénover une partie, puis construire dans le jardin, ou bien qu'on peut détruire, puis refaire. Mais si on peut garder une partie, c'est encore mieux. Ça, c'est ma spécialité. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça. Et le problème, c'est qu'on va en général faire un partenariat avec le propriétaire, on va lui payer 20% d'acompte, on peut garantir par exemple le prix de la villa, il y a différents modèles financiers qui sont possibles, mais le paquet surprise, la beauté de la vente pour le propriétaire, c'est en général quand j'obtiens mon permis de construire en force, avec un certain nombre de mètres carrés théoriques, mais qui sont validés par un permis, et on va pouvoir lancer les équipes pour le construire. Et le problème de ce genre de mécanisme-là, c'est que le promoteur se retrouve à payer, la banque, elle attendait le permis pour donner les fonds au promoteur ou au vendeur. Donc la banque est engagée, le promoteur est engagé, il y a un permis mais qui est que sur le papier, et en fait il y a un référendum qui arrive et qui dit ça restera un champ et il y aura des vaches. Et alors là, le risque il est pour qui et ça se passe comment ? C'est les grandes questions, on n'a pas encore les réponses. Est-ce que le risque, il est donc pour la collectivité, puis on peut se retourner contre la collectivité, puis c'est la commune qui dédommage la banque et son promoteur? Il n'y a pas les réponses. Comment la banque se positionne par rapport à ça? Le principe de la banque, c'est de gérer les risques et puis surtout d'être rémunéré en conséquence. Mais non, le taux d'intérêt, je suis tout à fait d'accord avec ce que... non, quand même pas avec ce que Robert a dit, c'est que c'est clair qu'avec un permis de construire, c'est toujours plus facile pour les banques de libérer un crédit parce qu'il y a quelque chose qui peut concrètement être développé sur le terrain qui a une certaine valeur. Et de toute façon, le promoteur met quand même aussi des fonds propres dans l'opération. Après, les banques, elles s'engagent aussi sans permis de construire. Ça arrive même régulièrement. On finance beaucoup de terrains qui n'ont pas encore le permis. Par contre, là, il faut avoir les reins solides. Il faut être clair. Souvent, on demande des cautions solidaires, même à titre privé. Le promoteur qui croit en son projet se porte caution de son projet, ce qui est aussi un risque clairement qui est pris supplémentaire par le promoteur. Donc c'est possible, mais ça implique plus de garanties, plus de risques pour le promoteur. Et puis effectivement, je pense que c'est pas, alors moi en tant que développeur promoteur, c'est pas nous, c'est pas, je dirais, une délégation du risque à la banque, parce que c'est pas à la banque de prendre un risque à 100% sur un projet, et puis après le bénéfice vient quand il vient, mais au promoteur. Par contre, la question, c'est effectivement de se dire, à un moment donné, on est peut-être deux, et puis il y a un risque qui est partagé en fonction aussi je dirais, du potentiel de succès ou non de l'opération. Mais c'est vrai que ce qu'on voit, c'est on disait tout à l'heure, les banques, avant, elles finançaient 80%, après c'était 70, 60, 50, et puis c'est de moins en moins. Donc c'est ce que je disais, c'est que le promoteur, de plus en plus, lui, il joue un peu ce rôle de la banque, et ça change fondamentalement son métier et puis son approche. Et puis ça le pousse aussi à chercher, à trouver des investissements, des investisseurs, des formes d'investissement différenciées sous forme d'investissement privé, de family office, des fois de crowdfunding ou crowdlending, on l'appelle quand c'est du foncier. Donc c'est vrai que je le disais, le métier de développeur est en constante évolution depuis une quinzaine d'années. Ouais. J'allais justement rebondir là-dessus. On a donc des problématiques de financement. Alexandre, il y a quoi comme option maintenant pour un promoteur, surtout justement un professionnel de l'immobilier dans le cadre d'un développement, si la banque ne suit pas? En théorie, il y a 2-3 outils, mais dans les faits, de nouveau, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'est crowdfunding, on en voit de plus en plus. Avant, on achetait un immeuble en communauté et puis on le gardait 10 ans, 15 ans. Et là, on voit maintenant ces projets à 2 ans arriver. Et puis, après, moi, ça me désole un peu qu'on en soit là, parce que quand on fait le point de ce qui vient de se dire ces dernières minutes, c'est de dire, en fait, on a dit tout et son contraire. On veut plus de l'ancien parce qu'il a des mauvaises notes. Du coup, on ne l'aide pas à rénover quand même. On veut du neuf, Minergie, mais en fait, on ne l'aide pas à le construire. Donc c'est quand même assez fou. Et en plus, on fixe ça dans la loi. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a quand même un rôle au niveau des États, des politiques, des cantons. Quand on fixe des règles, on doit l'aider. Et puis, je pense que des cautionnements, parce qu'on pourrait aussi imaginer que les travaux font l'objet d'un cautionnement par le canton. Et puis, comme il y a dans certains domaines d'activité
dans l'hôtellerie, dans des choses comme ça, où il y a des fonds qui peuvent aider à racheter un fonds de commerce ou des choses comme ça, ou en tout cas à se porter caution. Et ça, ça n'existe pas. Donc, je pense que ça, c'est quand même à un moment donné le rôle de l'État. Ou alors, ils ne fixent pas de règles et puis ils n'imposent rien. Donc, c'est là que, pour moi, ce rôle-là doit être joué. Ce n'est pas à des investisseurs privés d'aller financer le promoteur. Enfin, tant mieux si ça se fait et si ça aide à concrétiser, mais ce n'est quand même pas ce rôle-là. Et puis, dans les modes de financement, on a... alors, pour les promotions, il n'existe pas grand-chose, à mon avis. Family Office, oui, aller chercher des fonds étrangers de cette façon-là. Maintenant, dans le cadre d'un bien existant à rénover, il y a quand même une valeur, il y a différents éléments qu'on pourrait avoir. Il y a ces prêts mezzanines qu'on appelle, mais de nouveau, je n'ai jamais vu mettre ça en place. Je ne vois pas qui le fait, comment. Donc ça, peut-être que je ne vois pas tout, loin de là, mais je veux dire, c'est quelque chose qui existe, mais j'ai de la peine à finalement le voir se concrétiser. On a les prêts inversés, mais ça c'est plus pour le propriétaire privé qui a plus de dettes et puis où en fait la banque lui avance, c'est un prêt sur gage en fait. On regarde pas la faisabilité, on lui prête un montant qui est peut-être le 20% de la valeur, et puis ça sera remboursé à la vente, au décès ou à la transmission aux enfants. Donc, mais ça de nouveau, ça existe sur le papier. Je le vois très peu concrètement, je ne sais même pas qui le ferait. Là, moi j'aimerais qu'on puisse, nous, en tant qu'intermédiaire, comme on l'est, courtier, d'avoir un peu cette imagination et se retrouver des solutions. Et puis là, avec des collègues, je suis en train de regarder quelque chose qui est justement c'est des financements qui viendraient de l'étranger, donc c'est des banques étrangères prêtes à investir en Suisse sur des biens... alors là aussi, bien de rendement, bien immobilier, etc. Alors, on n'a encore pas tout testé, mais j'aimerais bien qu'on puisse tester ça en vrai, parce que ça pourrait vraiment apporter des solutions, surtout pour les immeubles encore en société, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce point-là, mais c'est un frein supplémentaire lorsque le bien est en société. Donc ouais, c'est un peu ça. Donc les outils ont l'air d'exister, mais un peu comme les contradictions qu'on a accumulées là en ce moment, je ne le vois pas concrètement mis en place. C'est des outils qui existent, mais qui sont très compliqués à mettre en œuvre, donc forcément qui se mettent en place ou en œuvre sur des gros projets, des trucs très spécifiques, mais pour, je dirais, le kidam moyen, c'est complètement décourageant. Oui, aujourd'hui, quelle banque va se placer en 2, 3e rang, derrière encore 3 autres? Ah, t'as français, t'as vu comme ça t'as fait. Ben oui, mais parce que c'est clair. Donc à part pour moi un canton, un État, sur des très grosses personne va se placer au 3e rang. Je rebondis sur une des questions qui a été partagée dans les personnes présentes. C'est comment est-ce qu'une banque, c'est une question pour toi, Sébastien, se positionne par rapport aux exception to policy. Comment ça fonctionne exactement? Qu'est-ce qui doit être respecté dans le cas des dérogations? Enfin, c'est à quel moment est-ce qu'une banque valide un ETP? Comme je l'ai dit avant, elle ne va pas le faire pour un client ou quelqu'un ou une société qu'elle ne connaît pas déjà. Elle doit quand même avoir une relation de confiance déjà avec la société ou le client. Et puis, elle ne doit pas être complètement en dehors des normes. Elle ne doit pas être loin des normes. Et puis, elle doit avoir une perspective nette et claire de retour dans les normes dans une certaine durée. On dit maximum 10 ans. Des fois, c'est aussi 5 ans. Je ne sais pas, parce qu'on met un amortissement supplémentaire. On sait que dans 5 ans, on sera de nouveau dans les normes. Et puis, cette ETP, justement, elle disparaît. Mais il n'y a pas une règle claire et précise qui dit ce type de client, dans telle situation, on pourra faire une ETP. C'est vraiment la relation avec le conseiller, c'est une négociation qui se fait entre le client et la banque. Mais essayer d'aller dans une banque différente parce qu'on a eu un refus dans sa banque et puis on va essayer dans une autre alors qu'on est hors norme, il n'y aura pas. En tous les cas, je parle pour comme je disais, les acteurs que je connais qui sont plutôt les gros acteurs, il y a peu de chances que l'autre acteur fasse une exception s'il ne connaît pas le client. Là, je vais un peu rebondir, et puis déjà, enfin une question un peu pour toi aussi.
de ce que je vois au niveau ETP, alors, nouvel achat, nouveau propriétaire, c'est clair qu'on ne va pas obtenir une ETP à ce moment-là. C'est soit, en fait, ils ont les moyens d'acheter ou ils ne les ont pas. On va faire des montages différents. Il y a des banques qui ont des modes de calcul différents. Donc après, c'est là notre rôle d'aller chercher la faisabilité à quelque part, mais dans les normes de l'établissement, puisque chaque établissement a ses propres règles, ses propres normes. Un taux d'intérêt théorique à 5%, ce n'est pas forcément appliqué par tout le monde. Il y en a qui calculent à 4,5%. Donc, il faut aller chercher celui qui va être plus souple. Donc, je ne vois pas beaucoup d'ETP sur des nouvelles affaires. Par contre... Le jeune médecin qui sort d'études, puis qui a 38% de tenue des charges, puis va fortement augmenter son salaire les prochaines années, voilà, je pense qu'il peut discuter. Voilà, ok. Alors, mais après, moi, j'ai plus une question, c'est sur les clients existants, les clients retraités qui aujourd'hui se retrouvent avec des revenus forcément plus faibles. Et puis, on vient leur dire au moment du renouvellement, votre bien, maintenant, il vaut 1 million, 1,5 million, 2 millions. Alors qu'ils l'ont depuis 30 ans, 40 ans, ils n'ont jamais prétendu avoir un bien à 2 millions. Eux. Et puis on vient leur rajouter cette charge d'entretien de 1%, on vient leur rajouter ça, 2 millions, 20 000 francs de 1%, c'est déjà 60 000 francs de revenus à avoir juste pour cette charge d'entretien qui est finalement pas nouvelle, puisque ça fait 40 ans qu'ils entretiennent leur maison puis qu'ils payent les charges courantes. Comment toi t'approches ça quand tu as des clients de chez vous, qui arrivent à l'échéance, ils ont 70 ans et tu te retrouves face à ça? Est-ce que là, on n'a pas plus d'ETP à ce moment-là? Moi, c'est celle-là que je vois. Mais je pose la question aussi, votre approche avec ces clients existants, comment vous les abordez? C'est clair, où on a le plus d'ETP, c'est sur des clients existants qu'on ne va pas pénaliser parce que finalement, le dossier, la situation n'a pas changé sur la durée. Comme tu le dis, le retraité, déjà, on ne va pas systématiquement refaire des calculs au moment du renouvellement. Maintenant, c'est plutôt des calculs qui sont basés sur des événements particuliers ou sur un certain laps de temps. Donc, c'est une bonne question. C'est clair que normalement, le job, il aurait dû être fait il y a 15 ans par le conseiller de la banque ou cette personne a son crédit pour anticiper la retraite et arriver à une situation qui soit saine et tranquille à ce moment-là. Mais bon, donc c'est un sujet qui date de fort longtemps. Maintenant, c'est clair qu'il y a encore des cas qui arrivent comme ça. Je ne peux pas parler pour tous les établissements bancaires, mais de ce que je sais, il y a quand même une certaine souplesse pour ces clients qui arrivent à la retraite. Et puis, comme tu disais, je veux dire, si tu as 500 000 francs de dette sur un bien qui vaut 2 millions, alors ok, les banques, elles ne font pas du prêt sur gage, mais je vois mal une banque forcer le client à vendre ou aller voir ailleurs, à moins qu'il y ait autre chose. Tant mieux, j'entends ce message-là. Maintenant, il faut aussi se penser à ces personnes qui n'étaient peut-être pas dans une banque à ce moment-là. Et puis, parce qu'on a été auprès d'une assurance, une caisse de pension, parce qu'à un moment donné, ils avaient 50 ans, 55 ans. On ne regardait pas encore trop ses revenus de retraite. Et puis, ils se retrouvent dans des établissements qui ne vont pas forcément les renouveler, eux, parce que, justement, les règles sont beaucoup plus strictes. Donc, ils vont devoir chercher un nouvel établissement. Et puis là, c'est ces personnes-là qu'on accompagne régulièrement. Et puis, pour qui, en fait, on doit retrouver un nouvel établissement parce que l'établissement actuel est plus strict, a changé ses règles, ou on peut le garder, mais à des conditions vraiment après assez hors normes. Et puis, pour moi, l'inquiétude, elle est aussi sur ces personnes-là qui doivent changer d'établissement. Donc là, puis, en fait, tout ça, ça a quand même toujours un lien avec qu'est-ce qui va se passer de ces personnes, qu'est-ce qu'elles doivent faire, est-ce que c'est la vente qui va devoir être faite, et puis après, on arrive à des problématiques aussi de marché peut-être de vente, et puis on parle de viager à ce moment-là, mais il faut quand même avoir un certain âge pour que le viager soit intéressant. Il ne faut pas trop avoir des enfants parce qu'ils aimeraient toujours transmettre quand même le bien, pas le perdre. Donc c'est une solution, mais qui ne va pas pouvoir être appliquée chez tout le monde. Donc il y a des solutions, on disait, qui existent, mais le viager existe, il devient concret, mais... Ils peuvent vendre aux enfants et faire inscrire un droit d'habitation. Puis si jamais il y a besoin d'une expertise comme ça, il y a pas mal de gens qui sont compétents pour le faire. On peut faire des choses, mais il faut que les enfants... Oui. C'est vrai que c'est absurde de compter 1% de la valeur du bien comme frais d'entretien, puisque la maison vue lac, qui vaut plus cher que la maison pas vue lac, elle ne coûte pas plus cher à entretenir.
Mais c'est sympa que tu me regardes, mais ce n'est pas les banques qui mettent les règles en place. Donc en fait, nous, on les applique. On n'a pas de marge de manœuvre par rapport à ça. Ce n'est pas nous qui mettons le cadre en place. Donc je suis complètement d'accord avec ce qu'Alexandre disait. C'est des situations compliquées, mais là, en l'occurrence, les banques, elles essaient de trouver des solutions, mais elles ont un cadre réglementaire qu'elles doivent respecter. Parce que là, on a sorti, en préparant l'entretien, j'ai eu un chiffre des 10 dernières années sur ce qu'on a financé, nous, avec Money Park. Et puis, avec les taux moyens de tenue des charges, en fait, les ratios à 33, quelle est la part qui était à moins de 33% de ratio, puis quelle est la part jusqu'à 40, et puis au-delà. Le au-delà de 40, il a peu bougé, ça reste quand même des exceptions, et puis ça n'a pas beaucoup bougé. Mais le 33-40, là, il a largement augmenté. Donc, dans les 10 dernières années, on se retrouve avec des ratios d'endettement toujours un peu plus élevés, parce qu'en fait, les prix de l'immobilier montent, donc on s'endette plus, on vient plus à la limite, puis les salaires, ils n'augmentent pas forcément en ligne avec le marché immobilier. Donc, on a quand même un niveau de risque, selon les ratios, qui augmente gentiment dans la société, dans le marché. Donc, ouais, c'est pour moi une inquiétude quand même pour qu'à un moment, comment vont faire certains qui achètent aujourd'hui à des prix, à des gros niveaux d'endettement, parce que quand on emprunte 1,5 million, 2 millions, je ne sais pas, à amortir, c'est des centaines de milliers de francs. C'est plus j'achetais à 800 000, j'empruntais 500, et amortir 100 000, on arrive sur 20 ans à les trouver. Trouver 500, c'est plus compliqué. Si c'est plus déductible, peut-être que les gens vont faire un effort. J'avais une question du public pour Emmanuel. C'est quoi un point de situation rapide sur les subventions aujourd'hui qu'un propriétaire peut obtenir sur des rénovations énergétiques? Alors, il y a plusieurs niveaux d'avoir des subventions. Il y a le programme au niveau confédération, programme bâtiment, qui se décline chez les cantons. Donc c'est le canton qui finance en général la plus grande partie. Donc ça, il faut regarder dans votre canton ce qui est possible. Et puis après, il y a la subvention souvent communale ou de la ville. Donc là, il faut regarder dans la ville ou dans la commune où vous êtes. Et là, il y a des subventions qui sont spéciales. Et puis se rajoute à tout ce volet de subvention toute la partie fiscale. Là aussi, c'est cantonal. Mais il faut regarder qu'est-ce qui est fiscalement déductible et comment ça se passe. Voilà. Ça change souvent, ça change même quasiment chaque année, où on en est, quelle commune a quoi à disposition. C'est souvent des volumes qui sont attribués, et puis une fois qu'ils ont été attribués et dépensés, il n'y en a plus, ou bien il faut les revoter, des nouveaux crédits. C'est surtout des incitatifs, comme je dis, c'est des pieds à l'étrier. Rien n'est garanti dans les subventions, attention. On peut, nous, quand on les met dans les plans financiers, on met toujours une astérisque qui met que c'est soumis aux aléas du canton, et qu'en fait, on peut pas compter vraiment sur une subvention, on peut penser l'avoir et en fait ne pas l'avoir. Il y a aussi des interprétations qui sont faites de l'État, de dire « Ah, vous aviez calculé comme ça, mais en fait, nous, on a refait le calcul et puis on vous donne 50% de la subvention. » Ça nous est déjà arrivé dans des cas parce que, voilà, il y a des choses qui sont... Par exemple, si on prend le cas d'une surélévation, vous refaites la même... Au lieu de rénover la toiture, vous aviez prévu de refaire totalement votre toiture, y compris la charpente. Vous enlevez la charpente, vous remettez la toiture, etc. Mais vous la laissez au même niveau, la même hauteur. Là, vous avez le droit à toutes les subventions. Vous refaites la même chose, mais en surélevant même de 1 mètre. Parce que pour une raison, vous rendez les comptes habitables, je ne sais pas quoi. La toiture, elle n'est pas au même état, elle n'est pas au même niveau. Alors l'État dit c'est une nouvelle construction. Et là, on peut se poser la question, on peut dire, mais attendez, si je l'avais fait la même, mais 1 mètre en dessous, vous me subventionnez un certain montant assez conséquent, puis maintenant je le fais 1 mètre au-dessus. Voilà. Et ça arrive, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé sur un projet très concret. Donc c'est assez intéressant, à prendre avec des guillemets, de voir comment on va dans les subventions. Rien n'est garanti, c'est un plus, c'est un bonus, on peut les estimer, mais pas les prédire totalement. Et puis le risque, c'était je crois la suite de la question, le risque c'est que plus on attend, moins il y en aura. Ça fond comme neige au soleil. Je l'ai dit déjà avant dans mon exposé. On est en train d'ancrer ça dans des obligations. C'est la carotte et le bâton. Et puis finalement, on a gentiment plus besoin de la carotte et l'État commence à prendre le bâton en disant voilà, il y a des délais. Vous devez jusqu'à telle date faire ci, faire ça. Pourquoi on vous paierait pour le faire si de toute façon vous devez le faire? Donc ça, c'est un shift qui est en train de se passer.
Donc en fait, on parle ici de risque. C'est un risque qui augmente et il faudrait se prémunir de ce risque et il faudrait protéger la valeur de son patrimoine immobilier. Pour ça, il faut se faire accompagner spécialistes pour savoir quoi faire, quand faire et il faut surtout anticiper. Et même chose pour les déductions fiscales. On voit les futures votations, on voit ce qui est en train de se discuter. On pourrait tout à fait perdre tout ce qui est déduction fiscale. Donc c'est vraiment quelque chose à profiter maintenant. Aujourd'hui, il y a des subventions, il y a des déductions fiscales. Il y a encore des planificateurs qui ont du temps et des entreprises disponibles. Donc prenez le chemin de la durabilité maintenant si vous en avez l'opportunité. Pour terminer cet épisode, messieurs, une dernière question puisque c'est d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut voter le 28 septembre? Valeur locative, oui, Joker. On abolit ou pas? Alors moi, selon les professionnels de l'immobilier, je recommande de voter non pour de multiples raisons. Ça ne va pas dans le sens du climat et des rénovations. Ça va encourager le travail au noir parce que finalement, on ne va pas déclarer et montrer les factures des travaux d'entretien qu'on aura fait. Et puis, en plus de ça, il faut se rendre compte à tout le monde que ça ne va plus vous protéger contre une éventuelle hausse des intérêts hypothécaires. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un prêt, on l'a vu, fortement endetté sur des valeurs immobilières qui sont hautes, on a des taux qui sont assez bas, on peut totalement déduire ces intérêts hypothécaires de la valeur locative, mais pas seulement, on peut déduire ces intérêts hypothécaires de ces impôts. Demain, on aurait des taux qui montent à un certain niveau, eh bien, on ne pourrait plus du tout les déduire, donc on paierait 100% d'impôts et 100% de dettes hypothécaires. Donc en fait, c'est un total risque pour ceux qui ont acheté un bien immobilier ces derniers temps, bien immobilier qui n'est pas neuf, parce que c'est vrai que pour les gens qui sont primo-accédants puis qui achètent du neuf, ça peut être discutant, mais seulement pendant 10 ans. Et puis, c'est un avantage, il semblerait-il, aussi pour les personnes âgées, parce que oui, c'est un impôt qui est injuste, ça, j'en suis d'accord. Moi, je suis pour une suppression de la valeur locative, mais qu'on continue de déduire la fiscalité des frais d'entretien et des travaux énergétiques et qu'on puisse maintenir la déduction des frais des intérêts hypothécaires. Donc, dans la votation, dans le cadre actuel, c'est un grand non, comme les professionnels de l'immobilier. Alors moi j'abonde complètement dans le sens d'Emmanuel, un grand non. Moi je vote pour Emmanuel, mais non, officiellement au niveau de la banque, on suit le dossier de près, mais on n'a pas de position officielle sur le sujet. Et puis moi je vais être comme mes deux collègues, Emmanuel et Robert. Pour moi, c'est de nouveau, c'est la troisième fois qu'on inclut ça dans un paquet. Donc on vote pas la suppression ou non de la valeur locative. On vote beaucoup plus de choses. On a extrait ça parce que c'est toujours le même sujet qui revient depuis 15 ans, peut-être plus. Et non, c'est pas que ça qu'on vote. Et puis les incertitudes du reste dans ce paquet-là, pour moi, non. Le statu quo paraît plus judicieux. D'ailleurs, à tous les propriétaires d'immobilier de rendement, regardez la prise de position de l'USPI. Oui. Ça s'applique également aux objets de rendement. La déduction fiscale n'aura plus lieu, les déductions énergétiques n'auront plus lieu si ça passe. Regardez bien le dossier de près parce qu'on n'en a pas assez parlé de ce sujet-là. Tout en sachant qu'on ne vote pas sur la suppression de la valeur locative le 28 septembre. C'est une étape pour pouvoir y arriver. C'est un autre sujet. Mais les rénovations énergétiques, c'est déductible encore, non ? Alors, selon la prise de position et selon les avocats de l'USPI, chose que je ne suis pas, il semblerait que non, on perd tout droit de déductibilité. Mais c'est pour ça, c'est un sujet très complexe. Et puis, comme il a été dit tout à l'heure, en fait, sur un titre qui a l'air très simple, très vendeur, en fait, on nous amène tout un paquet de choses avec des conséquences qui peuvent aller assez loin. En fait, on supprime au niveau fédéral le principe de déduction fiscale, entretien et travaux énergétiques, c'est supprimé. Et après, on laisse le choix aux cantons de continuer de l'appliquer ou pas, sachant que les cantons vont perdre en fiscalité. Est-ce que les cantons vont être les premiers à dire « mais oui, on continue à le faire » Et en plus de ça, on leur laisse le choix de continuer, mais uniquement que jusqu'en 2050, que pour l'énergie. Donc en fait, il y a vraiment une suppression d'un principe de manière générale et par extension du mécanisme, ça va toucher l'immobilier de rendement aussi. Clairement. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour le partage. Merci pour cet épisode. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci.